Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le trading organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'investisseur. Je suis Pauline Stragier, je travaille à l'Autorité des marchés financiers au sein de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Et ce soir, je suis accompagnée de Yannick Guivan qui travaille aussi à l'AMF au sein de la direction des marchés et de Véronique Guisquet-Cordoliani, secrétaire générale de la F2IC. Donc, nous sommes ensemble pour environ 45 minutes pour parler de trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone qui se trouve à droite de votre écran. Nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire. Et sachez que vous recevrez aussi après le webinaire un email qui vous permettra de le voir en replay. Donc, avant d'entrer dans le sujet du trading, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce que l'AMF fait pour les épargnants. Donc, la protection de l'épargne est au cœur des missions de l'AMF et de la direction dont je fais partie. Nos équipes sont là pour vous informer et vous accompagner dans vos décisions d'investissement. L'objectif étant de permettre à chacun d'investir en toute connaissance de cause. Nous utilisons plusieurs canaux d'information qui sont à votre disposition. Il y a notamment l'espace épargnant du site de l'AMF sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de contenu, des articles, des guides, des vidéos, etc. On est aussi présent sur les réseaux sociaux avec un compte Facebook et un compte Instagram sur lequel on propose un décryptage du vocabulaire financier, on fait de la pédagogie sur les bons réflexes de l'investisseur, etc. Et l'AMF a ouvert il y a quelques années déjà un site dédié à la prévention des arnaques qui s'appelle AMF Protect Épargne, accessible depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone et par lequel vous pouvez notamment consulter nos listes noires, nos listes blanches. L'AMF, c'est aussi des équipes qui répondent à vos questions et notamment une équipe dédiée que vous pouvez contacter par formulaire sur le site de l'AMF ou par téléphone et qui a traité l'an dernier plus de 10 000 demandes. Et c'est également une équipe de juristes au sein de la médiation de l'AMF qui peut vous accompagner si vous rencontrez un litige avec un professionnel. La médiation de l'AMF est un service gratuit, ça se déroule en toute confidentialité. Et l'an dernier, ce sont plus de 2000 dossiers qui ont été traités par la médiation de l'AMF. Enfin, on organise régulièrement des événements comme celui d'aujourd'hui sur des sujets divers et variés. Donc aujourd'hui, on va parler de trading, mais on peut parler d'épargne salariale ou de finances durables, par exemple. Pour ne pas les louper, on vous invite à vous inscrire à la newsletter qu'on diffuse tous les 2 mois, donc pour vous tenir informé des différents événements organisés. J'arrête là pour les présentations générales et je vais passer la parole à Yannick pour la suite. Bonjour à tous. Donc nous entrons dans le dur du sujet. Donc qu'est-ce que le trading? Alors dans cette slide, en fait, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est que le terme de trading est un terme générique qui, en réalité, consiste simplement à réaliser des transactions sur des instruments financiers. Donc ça, c'est la base. On prête souvent au métier de trader l'image d'une activité sulfureuse, de prise de risque excessif et incontrôlée, mais la réalité est quand même tout autre, puisque un trader agit généralement pour le compte de clients en salle de marché, pour optimiser l'exécution des ordres de ses clients, veiller à la bonne absorption par le marché et veiller à préserver un relatif équilibre. Il peut agir aussi pour des activités de couverture de risque et tout ça dans un dispositif de risque qui est quand même assez encadré. Donc ça, c'est le trader professionnel. Après, ce qu'on voit beaucoup sur Internet notamment, c'est la promotion du trading en ligne. On observe parfois sur Internet du coup une association de cette notion de trading avec une vision purement court-termiste qui va jouer sur la tentation du gain rapide et de la prise de risque excessive. En réalité, cette vision est assez réductrice. On le verra par la suite avec des exemples sur une autre slide ultérieure. Ensuite, alors ce qui est important de savoir, c'est que
il y a un périmètre d'instruments financiers et d'instruments global qui est assez large, que les particuliers peuvent traiter. Donc là, on a établi une liste non exhaustive, hein, les actions, les ETF qui correspondent à... Donc, je vais reprendre. Les actions, ce sont des parts de société qui peuvent être du coup cotées, sur lesquelles on va aller sur les marchés pour acheter ou vendre, et donc qui peuvent avoir une liquidité différente en fonction de l'importance de la société. Des ETF qui sont des fonds cotés qui vont répliquer des indices, par exemple le CAC 40. Et aussi, on a la possibilité de traiter des dérivés plus complexes, du coup, qui présentent des effets de levier, comme les varants, qui sont des produits dérivés émis par un établissement financier, enfin des établissements financiers, et qui visent à donner un droit d'achat ou de vente d'un autre actif sous-jacent, comme une action par exemple, à un prix donné. C'est un petit peu une logique similaire à une option. Il y a aussi les CFD qu'on voit beaucoup faire sur Internet, qui sont des Contract for Difference en anglais, qui sont des contrats financiers qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur l'évolution d'un sous-jacent, tel qu'un indice ou une action, ou aussi d'autres catégories de sous-jacents. Et le Forex, qui a un fonctionnement un peu similaire, puisqu'il présente, tout comme les CFD, un effet de levier, et qui permet de parier là sur l'évolution des devises, l'évolution d'une devise par rapport à une autre. Bien entendu, je le rappelle, il s'agit d'une liste non exhaustive. Donc là, c'est pour les instruments financiers. Et dans la dernière ligne, j'évoque les cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers. Ce sont des actifs numériques reposant sur une technologie de blockchain. J'y reviendrai plus tard. Vous proposons ici un éclairage sur les coûts et les risques que peuvent induire parfois les prises de position sur différents instruments lorsqu'on achète ou on vend ces produits. Donc encore une fois, on est sur une liste non exhaustive. J'aurais pu rajouter le risque overnight, le risque de change. Et tous ces coûts et risques ne s'appliquent pas à toutes les configurations, mais ils sont importants à appréhender. Et ils sont même absolument essentiels à considérer lorsqu'on souhaite, on projette de réaliser une transaction sur un produit donné. C'est important de connaître les risques qui sont associés à ce produit, qui sont associés au service, qui sont associés aussi à l'intermédiaire qu'on utilise, etc. Donc on a les coûts associés à l'instrument et au compte. Je pense aussi d'abord aux commissions de transaction qui correspondent souvent à un pourcentage du montant de la transaction envisagée. J'achète pour 1000 € d'actions sur une transaction et le broker va me facturer un pourcentage de ces 1000 €. Parfois, on voit aussi des offres dites à zéro commission. Alors, il faut faire attention parce que rien n'est gratuit. Et les établissements qui vont vous proposer ces offres-là vont se rémunérer d'autres manières. Donc, renseignez-vous effectivement sur les autres manières dont ils ont de percevoir des frais. Ça peut être à travers un fonctionnement, une perception d'un spread, c'est-à-dire qu'ils vont empocher l'écart de cours entre l'achat et la vente à un moment donné, et ils vont peut-être proposer une fourchette de prix plus large que d'autres, que les concurrents. Ça peut être via des frais, comme des frais de financement, qui sont souvent associés à l'usage d'un levier, des droits de garde, des frais d'inactivité. Il existe de multiples frais et chaque établissement a une pratique de grille tarifaire différente. Donc renseignez-vous sur les grilles tarifaires et ne vous arrêtez pas au seul argument marketing.
Je ne développerai pas sur le terrain fiscal parce que j'évoquais les coûts liés au type de compte, mais bien entendu l'usage des comptes PEA dans le périmètre d'actifs reste plus limité que les comptes titres et qui peut avoir une incidence non négligeable en matière de coûts au niveau de la fiscalité. Et tous les brokers en ligne n'en proposent pas forcément. Il y a un certain nombre de risques qui peuvent s'appliquer donc aussi. Il y a évidemment le risque de perte en capital, cette perte pouvant parfois être supérieure au montant investi sur certains produits. Il y a les risques liés aux acteurs impliqués dans la transaction. Donc je pense à l'intermédiaire, le broker qu'on va utiliser. Qu'est-ce qui se passe si le broker fait faillite? La contrepartie d'un contrat, si j'achète un CFD qui est en face de la transaction, et la personne morale qui va être en face est susceptible aussi de faire faillite. L'émetteur d'un produit, d'une action, si j'achète une action AXA et que AXA fait faillite, voilà, il y a un risque, même si c'est une société solide. Chacun de ces acteurs est susceptible de faire faillite. Donc, il faut retenir ça et il est important de considérer ce type de risque. Il faut aussi savoir que les montants de garantie des dépôts en fonction de l'établissement chez lequel on va ouvrir un compte peut différer en fonction des pays, même diffère en fonction des pays en Europe. Donc, renseignez-vous aussi sur ce type de protection. Il y a le risque de liquidité. Donc là, si j'achète un actif qui devient illiquide, je risque de ne pas pouvoir le vendre facilement du fait de la présence insuffisante d'acheteurs sur la valeur. Donc, attention, vous risquez du coup de subir des pertes importantes. Le risque de marché, bien entendu, qui résulte, lui, des fluctuations du marché et qui peut être lié à d'autres facteurs de risque comme l'évolution des taux d'intérêt, des taux de change des matières premières ou des actions du secteur, etc. Le risque associé à l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est très simple. Il amplifie les gains comme les pertes. Donc, c'est très simple à comprendre dans le principe. Après, il faut vraiment se renseigner sur son fonctionnement et pouvoir maîtriser son fonctionnement lorsqu'on veut prendre du risque sur les produits qui en logent. On a aussi des risques associés aux modalités d'ordre. Certains brokers mettent en avant les ordres stop comme une logique de protection en disant voilà, vous ouvrez une position et mettez un stop, comme ça vous êtes sûr de couper la position si d'un seul coup les marchés sont défavorables et que vous n'êtes pas forcément devant votre écran. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces ordres stop comportent un risque aussi de glissement de l'exécution, puisque un ordre stop va simplement déclencher lancer un ordre encarné au moment où le prix du stop est atteint, mais il n'y aura aucune garantie que le prix d'exécution soit sur ce niveau de stop. Et donc, il y a potentiellement un risque de glissement de l'exécution. Et parfois, on voit des plaintes de clients de certains établissements qui ne comprennent pas ce fonctionnement et qui sont face à une sorte de désillusion lorsqu'ils comprennent comment ça fonctionne ultérieurement à l'exécution. Donc vous voyez bien qu'il existe un certain nombre de risques à cerner avant de traiter de manière rationnelle sur les instruments financiers. Mais au-delà des risques, il convient plus globalement de comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des produits que l'on veut acquérir pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Donc, pas seulement les risques, mais c'est comment fonctionnent les produits. Donc, ensuite, sur cette slide, en fait, on a souhaité développer un peu le sujet de l'effet de levier, car les produits à effet de levier, notamment les CFD,
sont particulièrement promus sur Internet. Il faut avoir à l'esprit que cet effet de levier, qui n'est d'ailleurs pas gratuit, puisqu'ils sont associés des frais de financement, peut conduire rapidement autant à des gains que des pertes, parfois très élevées. Les autorités ont en Europe dû plafonner ces leviers et imposer aux brokers la mise en place de mécanismes de coupure forcée de position pour limiter les pertes de la clientèle. Et ces autorités-là, dont l'AMF, l'ont fait devant en fait le constat de nombreuses pertes qui seront évoquées ultérieurement. Donc, voici donc dans la slide suivante un visuel pour vous expliquer l'application de l'effet de levier. Donc on a pris l'exemple là, on a voulu simplifier au maximum, d'un portefeuille où on dispose de 500 € déposés sur un compte pour traiter des CFD. Ces 500 €, on va les utiliser pleinement pour acheter des CFD bénéficiant d'un effet de levier de 2. Cela signifie que je vais pouvoir m'exposer en réalité à du risque sur 1000 € de position. Donc à travers ça, mon broker me permet de parier 2 fois plus que le montant que j'ai déposé. Et pour faire court, à travers ce levier, il me prête 500 € additionnels pour que je puisse m'exposer sur ces 1000 €. Donc, on a une exposition de 1000 € et on a pris le scénario deux scénarios, une variation de 40%, une variation de moins 40%. Donc, une hausse de 40%, ce qui constitue un gain de 400 € et qui vient valoriser l'exposition à hauteur du coup de 1000 € plus ces 400 € de gain. Si je coupe du coup ma position à ce moment-là, je devrais en théorie disposer du coup de 900 €. Donc ce sont les 1400 € auxquels je vais retrancher du coup les 500 € que m'avait initialement prêté le courtier. Donc la seconde ligne, dans le scénario de perte de 40%, on a du coup une perte de 400 €, ce qui signifie que mon exposition initiale de 1000 € est érodée cette fois-ci de 400 €, et donc la valorisation de mon exposition atteint du coup 600 €. Et si je coupe ma position à ce moment-là, je récupérerai en théorie 100 €, c'est-à-dire 600 € d'exposition, desquels je retranche les 500 € que m'avait prêté le broker. Du coup, je laisse la main à Pauline sur cette slide. Merci Yannick pour ces éléments. Si on organise ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que le trading se démocratise en quelque sorte. On en entend de plus en plus parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir faire la part des choses. D'abord, éviter de tomber dans le piège des arnaques qui sont très nombreuses. Sur Internet, on trouve des plateformes qui proposent de faire du trading, mais qui sont parfois des plateformes totalement fictives, hein, notamment sur le forex ou sur les crypto-monnaies. Du coup, il faut être très, très vigilant avant de choisir sa plateforme et ne pas hésiter à consulter les listes noires que l'AMF met à disposition sur son site internet et qui recensent les sites frauduleux qui sont identifiés à date. Ensuite, bien garder en tête, comme l'a dit Yannick, que le trader, c'est un métier à l'origine. Ce sont des professionnels qui ont fait de nombreuses années d'études. Ils appliquent une stratégie précise, ils ont des objectifs spécifiques et ils ont une approche vraiment raisonnée du risque qu'ils prennent. Or, beaucoup d'offres sur Internet qui font la promotion de trading sont en réalité
enfin, on parle en réalité de pratiques très risquées, même si elles utilisent un vocabulaire qui peut être simpliste et qui peut faire croire que, le trading, c'est facile, c'est rapide, qu'on va gagner à tous les coups alors que, bah, c'est loin d'être le cas. Quand on fait du trading, il faut être très rigoureux, avoir du temps à y consacrer, il faut garder la tête froide. Le trading spéculatif, ça peut être émotionnellement, intense et épuisant. C'est pas une solution miracle pour faire fortune. Sur, les réseaux sociaux, on peut entendre certains influenceurs, qui disent le contraire, et qui parlent notamment de copy trading. Le copy trading, comme son nom l'indique, ça consiste à copier les instructions d'un trader. Ça a l'air assez simple, ça a l'air, assez génial, mais ça peut être assez dangereux. Il faut se poser des questions. La première des questions, c'est, quelles sont les compétences du trader? Est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il a eu une formation? Hem, un trader, talentueux ne donne pas ses secrets gratuitement, il se fait rémunérer donc il faut aussi se demander, si ce n'est pas vous qui rémunérez le trader, c'est probablement la plateforme vers laquelle il va vous orienter. Peut-être qu'il va sélectionner des produits qui lui rapportent, le plus de commissions. Peut-être que ces produits sont des produits encore plus risqués que d'autres. Hem et puis peut-être que la stratégie que lui, il applique et qu'il vous propose de copier, est trop risquée par rapport à votre profil d'investisseur. Peut-être même qu'elle pourrait échouer. Donc faire du copy trading, ça signifie être prêt à assumer les mêmes risques que ceux que, le trader va prendre, y compris, bah, le risque de perdre son investissement. Donc après ça, la question à se poser, c'est quel type d'investisseur êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur de court ou de, moyen ou long terme? On vous propose quelques éléments, qui distinguent l'activité de trading spéculatif avec effet de levier comme, parlait tout à l'heure Yannick et celle d'investissement de moyen ou de long terme. Donc quand on est dans une optique, spéculative, les gains vont provenir du fait que vous ayez bien anticipé l'évolution du cours d'un actif à court terme. Alors que pour l'investisseur de plus long terme, le gain viendra plutôt de l'augmentation de la valeur de l'actif ou de la perception de dividendes pour certaines actions. Et au final, la valeur de son portefeuille viendra aussi de l'équilibre et de la diversification de ses investissements. Un chiffre dont il faut avoir conscience aussi avant de se lancer dans le trading spéculatif, c'est qu'environ 70 des comptes d'investisseurs sont perdants lorsqu'il s'agit de négocier des CFD. C'est un chiffre assez important et c'est une information que les courtiers européens doivent obligatoirement indiquer sur leur site internet. Généralement, vous voyez un bandeau, qui indique le nombre de clients perdants qu'ils ont, sur les CFD. Et ce sont les pertes peuvent atteindre effectivement plusieurs milliers d'euros. Donc ouais, il faut y réfléchir quand à côté on connaît les rendements historiques des placements diversifiés en actions. Bien sûr, il y a eu de mauvaises années et rien ne garantit que les performances passées vont se reproduire dans le futur. Néanmoins, on constate que, sur 15 à 20 ans, ce sont des placements qui ont procuré en moyenne 5 à 7 par an. Alors, si vous vous dites que le trading spéculatif, c'est peut-être pas fait pour vous, on a quelques conseils qui s'appliquent aux investisseurs de moyen et de long terme. D'abord dans la sélection de votre intermédiaire financier. Ça peut être une banque, un courtier en ligne, un néo-broker. Assurez-vous qu'il dispose des autorisations nécessaires pour vous proposer ces services d'investissement. Ça vous évitera déjà de tomber sur une potentielle arnaque. Pour vérifier ça, il y a le registre Regafi qui existe et qui répertorie, les sociétés autorisées à exercer en France et puis par mesure de précaution, il y a toujours les listes noires de l'AMF. Ensuite, on se renseigne sur les frais. Yannick en a parlé, ils varient beaucoup d'un établissement à l'autre et aujourd'hui, on voit certains courtiers qui proposent des offres, 0 frais ou 0 commission. Alors attention parce que déjà ça ne veut pas dire qu'il y aura aucun frais à payer, hein. Il peut rester des frais de tenue compte, des droits de garde, des frais de gestion et cetera. Tout est détaillé dans les brochures tarifaires, qui sont sur leur site internet et que vous pouvez consulter.
Mais aussi avec une offre sans frais, on n'aura pas forcément les mêmes services qu'avec une offre avec frais. On n'accède pas forcément au même marché ou bien au même cours d'exécution de son ordre. Donc ça vaut la peine aussi de se renseigner de vérifier la politique d'exécution des ordres de votre intermédiaire financier avant de le choisir. Un autre élément essentiel quand on veut investir sur du long terme, c'est d'investir régulièrement. Par exemple, placer la même somme d'argent chaque mois, ça permet de lisser les fluctuations des marchés. Il y a des périodes où vous allez investir alors que les cours sont hauts, mais les périodes de baisse, elles sont émotionnellement plus faciles à supporter puisque finalement, ce sera des opportunités d'investir à un cours plus bas et donc de baisser votre prix de revient. D'ailleurs, certains établissements proposent, de programmer des investissements sur une base mensuelle ou trimestrielle, donc ça peut être une option intéressante. Et un dernier conseil, et non des moindres, qu'on peut vous donner, c'est, de diversifier vos placements. C'est vraiment la clé pour réduire le niveau de risque que vous prenez sur les marchés financiers. Diversifier ses placements, c'est opter pour des actifs qui n'évoluent pas dans le même sens ni au même moment, par exemple des actions et des obligations. C'est, équilibrer aussi les secteurs d'activité. On a vu pendant la crise du Covid-19, que, les actions dans le secteur du tourisme ont baissé. Si vous aviez aussi à ce moment-là dans votre portefeuille des actions du secteur des technologies, par exemple, vous auriez pu profiter de la hausse du cours de ces actions-là et hem et compenser un petit peu, la prise de risque. Et enfin, diversifier, c'est aussi, idéalement choisir, des zones géographiques différentes et s'exposer à différents endroits. On trouve aussi des placements qui sont déjà diversifiés, hein, si vous n'avez pas le temps ou pas, les connaissances pour sélectionner vos actifs un par un, vous pouvez trouver des fonds ou des ETF, qui sont déjà diversifiés et ça peut être une solution aussi, hem, pour investir. Je pense qu'on a terminé avec la présentation générale. Véronique, je vais te laisser la parole pour une, petite conclusion et puis après, on pourra prendre quelques questions qui sont arrivées, de la part des participants. Voilà. Alors, en conclusion, vous l'aurez bien compris, en fait, les mots ont leur importance parce qu'on parle de trader, de trader et en l'occurrence, on vient de le voir, dans la première slide, le trader, c'est quelqu'un normalement qui est en salle des marchés. C'est pas quelqu'un qui, est un particulier qui s'est inventé le fait d'être trader parce que vous voyez sur internet de nombreuses personnes qui vous disent, qu'ils sont traders et qui n'ont absolument jamais travaillé dans une société financière, n'ont aucune formation financière et se contentent souvent, de regarder un petit peu d'analyse technique. Donc ça, c'est très important, n'est pas trader qui veut, parce qu'il faut que vous vérifiez que la personne qui est en face de vous va vous soit donner un conseil, soit vous dire, d'aller, investir chez un tel ou un tel. Qui est-il? Quel est son passé? Est-ce que derrière c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance? Est-ce qu'il gagne sur le fait de vous envoyer chez cet intermédiaire? Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous l'aurez bien compris, gérer un portefeuille, ça prend du temps. Alors, si gérer un portefeuille de moyen long terme, ça prend du temps, alors gérer un portefeuille en faisant du trading, ça le prend encore plus parce que ça veut dire que vous allez multiplier les opérations, donc multiplier les frais aussi que vous allez verser à votre courtier. Donc ça veut dire que il faut avoir conscience que pour faire ça, vous allez avoir besoin d'être rigoureux, de vous intéresser à la fois aux produits que vous allez sélectionner sur lesquels vous allez opérer et des frais parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure, du fait que beaucoup de publicités vantent, le 0 frais de transaction. Or, est-ce que l'un d'entre vous a déjà travaillé non payé? Non, on n'est pas humaniste. Donc si des gens généralement essayent de vous vendre ça, c'est qu'ils gagnent leur vie sur une autre partie. Donc ça peut être la fourchette, ça peut être la fourchette acheteur-vendeur. À la place de vous proposer une offre où, c'est demandé à 2 et c'est offert à 5, bah, ça sera demandé à 2 et ils mettront l'offre à 7 et du coup, ils encaisseront la différence. Donc ça, c'est très important de se mettre ça en tête, que la personne qui va vous conseiller, sur internet, il faut vraiment
regardez qui elle est, si elle a un agrément déjà, si c'est un conseiller en gestion de patrimoine, si c'est effectivement un néo-broker, si c'est un broker. Chose importante, où il est agréé. Parce que si jamais vous avez quelqu'un qui est agréé à Chypre ou à Malte, certes, il y a le passeport européen, mais si vous avez un problème, eh bien, c'est l'autorité des marchés financiers chypriote ou maltaise que vous devrez aller voir, et en anglais, et qui ne vous répondra pas forcément, puisqu'effectivement, elle ne défend pas forcément tout le temps les intérêts de l'épargnant individuel, contrairement à ce que fait l'autorité de marché financier en France. Donc ça, c'est très important. Donc derrière, il faut voir que faire du trading, ça va être faire beaucoup d'opérations, ça va être s'intéresser aux différents marchés, mais ça veut dire surtout prendre des risques. Et la prise de risque, elle doit être accompagnée d'un espoir d'investissement plus élevé. Sauf qu'il faut être conscient que si vous voulez utiliser l'effet de levier pour investir en vous disant j'ai peu de fonds, je vais utiliser l'effet de levier, comme ça je vais pouvoir investir plus, c'est dans les deux sens, on l'a bien vu dans l'exemple, ça va très vite à la hausse, mais ça va très vite à la baisse aussi. Et donc l'effet de levier doit être une opportunité pour tester et pour investir, mais c'est pas un casino. Vous ne devez pas y aller les yeux fermés sur un produit que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est important. Aussi, un élément à regarder dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est où sont conservés vos titres. C'est-à-dire, selon les différents pays, vous avez des courtiers ou des néo-courtiers où ils vont être juridiquement certains propriétaires des titres. Ça veut dire que si le courtier disparaît, vos titres ne sont plus à vous. Donc, le courtier fait faillite, vous n'avez plus rien. Donc, il est très important de regarder le mode de conservation des titres et si vous êtes juridiquement propriétaire des titres. Donc ça, c'est une information que vous trouverez assez facilement selon le pays dans lequel la personne, enfin la société va avoir un agrément. Voilà. Donc, je pense que ça sera très intéressant de passer aux questions-réponses parce que j'ai vu pas mal voilà, des questions qui peuvent être vraiment pertinentes. Merci Véronique. Effectivement, on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, j'annonce la couleur, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va essayer d'en prendre un maximum. Une première question qui était: peut-on trader sur un PEA? Je vais y répondre. Au sens d'achat-vente, oui, on peut trader sur un PEA, mais ça va être l'univers d'investissement du PEA est limité à des fonds et à des actions européennes. C'est pas, par exemple, on ne pourra pas acheter une action Tesla, ils sont aux États-Unis, dans le PEA. Il y a un certain nombre de titres qui sont éligibles au PEA, mais beaucoup qui ne le sont pas et dans ce cas-là, il faudra plutôt passer par un compte titre. On a sur l'espace épargnant pas mal de contenu pédagogique pour retrouver toute la liste des titres qui sont éligibles. Si je peux rajouter, Vas-y, Pauline, complète. Voilà, sur le PEA, par exemple, vous ne pourrez pas faire du CFD, fort Aussi. heureusement, je dirais, c'est bien, et pas du warrant. Donc, pas des options sur action, pas des CFD, pas des warrants. Voilà, le PEA n'est pas destiné à faire des utilisations de levier. Voilà. Par contre, vous pouvez, si vous êtes intéressé par la bourse coréenne, vous voulez investir en Corée du Sud, vous n'avez pas acheté les actions de Corée du Sud, mais vous avez certains ETF à orientation sur la Corée du Sud qui vont être autorisés dans le PEA. Donc, ça vaut la peine de regarder. Yannick, peut-être une question pour toi. On nous demande s'il y a des produits avec un capital protégé à 100%. Alors, si je commence, j'ai envie de dire qu'en général, un produit financier n'a pas de garantie en capital, mais je crois que pour certains produits structurés, on peut trouver certaines formes de garantie. Alors, sur ces produits-là, je ne suis pas particulièrement expert des produits à capital garanti. Il existe des produits à capital garanti avec des pourcentages qui peuvent varier. Après, il y a toujours des risques qui sont associés derrière. Donc, renseignez-vous sur les risques dans la documentation des produits qui vous seront proposés. Si je peux ajouter,
Voilà, si je peux ajouter, sur les produits à capitaux garantis, vous avez souvent une fenêtre de souscription. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on monte, c'est un produit structuré, qui est monté, qui est distribué pendant une certaine partie du temps. Et le capital garanti fonctionne de telle façon qu'il y a une partie qui va être pour optimiser le capital et une partie qui va être destinée à constituer le matelas de protection. Donc, si vous entrez dans un produit à capital garanti sur un marché très, très agité, il se peut que votre produit, à un moment, s'arrête d'être géré de façon active parce que toute la marge utilisée pour la protection aura été mangée. Donc, il faut faire très attention sur les produits à capitaux garantis et surtout aux frais, en fait. Voilà, ça, c'est une chose importante. Et généralement, ce qu'on appelle garantie, va dépendre, enfin, il va y avoir une échéance, en fait. Ce sera sous réserve d'avoir détenu le produit pendant X années. Donc il faut pouvoir aussi s'engager sur la durée spécifiée par le produit. On a une autre question. On a une question sur le copy trading. Quelqu'un nous demande si c'est légal en France. Yannick, est-ce que je te laisse répondre? Alors, ce qu'il faut savoir sur le copy trading, déjà, le terme, il peut cacher différentes réalités. Donc, il faut déjà se renseigner sur l'offre qui vous intéresse, savoir comment elle fonctionne. Le service de copy trading, réglementairement, ce n'est pas un libellé réglementaire. Voilà. Il faut savoir qu'il peut cacher différents types de services sur instruments financiers. Donc, il existe par exemple des offres où un client va pouvoir copier du coup la stratégie de manière automatique d'un autre client et donc subir sa stratégie. Ça, c'est un type de service qui s'assimile à potentiellement de la gestion de la part du broker. Il peut y avoir aussi des services qui s'appellent copy trading, qui consistent à suivre et recevoir des alertes plus ou moins personnalisées concernant l'activité du client qu'on suit. Et donc, on va recevoir une notification, un pop-up, dès lors que le client qu'on suit aura réalisé une transaction. Et potentiellement, ce pop-up correspondra à une fenêtre de passation d'ordre proposant de passer un ordre équivalent à ce client que l'on suit. Charge au client suiveur de passer cet ordre ou de le modifier ou de ne pas le passer. Et là, on sera par exemple dans un service plutôt de conseil. Donc, il faut vraiment bien comprendre quelle est l'offre, comment elle est structurée. Donc, ça, c'est la compréhension du service. Il faut faire attention, quand on parle de légalité, déjà, il faut faire très attention à l'acteur qui nous propose le service. Cet acteur-là, est-ce qu'il est régulé? On en a parlé précédemment. Est-ce qu'on le retrouve sur le site Regafi, qui répertorie les entités qui sont habilitées à proposer des services sur instruments financiers en France? Et ensuite, on peut ne pas s'arrêter que à ce contrôle-là. On peut aussi être sensible à des sujets de protection derrière, le régime de protection, de garantie des dépôts qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce qui se passe si l'entité fait faillite? Si elle est basée dans un tel pays européen, est-ce que le régime des protections est plus favorable ou moins favorable que le français? Voilà, on peut avoir aussi des préférences comme ça. On peut aussi avoir des critères de réputation qui jouent, etc. Donc, renseignez-vous aussi sur tout ça. On accorde une confiance à un établissement quand on ouvre un compte, mais cette confiance, il faut qu'elle soit rationnelle, il faut qu'elle soit mesurée, il ne faut pas être aveugle dans ses choix. Donc, à la fois, il ne faut pas être aveugle dans ses choix sur le choix de l'intermédiaire, mais aussi sur le choix du service. Quand vous posez la question, qui est une très bonne question, de la légalité du copy trading, ma réponse,
elle est claire. Ce service peut être légal. Après, l'acteur, il peut agir illégalement, et là, vous êtes en danger. Et il peut y avoir un problème d'incompréhension aussi sur le fonctionnement du service, où du coup, vous allez subir un service plus que agir pour utiliser en pleine conscience le service. Et sur certaines offres où il est question de suivre et de copier de manière automatique la stratégie d'une autre personne, alors là, il faut vraiment bien vous renseigner sur la personne, sur le périmètre, comment tout ça est encadré. Est-ce que cette personne vraiment va traiter des produits que vous comprenez? Est-ce que vous serez dans une forme de maîtrise, ou est-ce que vous faites une confiance absolument aveugle en une personne que vous ne connaissez pas? Donc, voilà, je tiens à souligner quand même ce message de prudence et de décision raisonnable. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est de prendre des décisions qui sont rapides sur une base uniquement émotionnelle, où un acteur qui agit mal, un intermédiaire qui agit mal, arrive à vous alpaguer avec des arguments qui sont entre guillemets sexy, mais l'investissement, ça doit être rationnel. Et si c'est sulfureux, attention. Si vous trouvez ça sulfureux, attention. Voilà. Je pourrais juste rajouter une chose, c'est que sur le copy trading, ça fait penser à ces fameux modèles qu'on nous vendait dans le temps, disant vous allez investir automatiquement, le modèle va prendre vos décisions. Et en fait, en copy trading, vous allez copier des ordres, mais vous aurez peut-être pas copié tous les ordres. Et du coup, peut-être que vous allez copier un ordre qui est perdant et que vous n'aurez pas copié l'ordre gagnant qui a été passé juste avant. Donc attention, hein, vraiment, le trading au sens large, c'est un travail, c'est-à-dire il y a du travail pour se poser des questions, pour regarder le marché, pour analyser le marché. Et le fait de se dire je vais juste copier ce que quelqu'un fait, bah, c'est faire confiance aveugle à quelqu'un, et dans ces cas-là, aller voir un gérant. Si vous n'avez pas le temps de le faire et si vous voulez faire copier quelqu'un, bah, dans ces cas-là, prenez de la gestion accompagnée avec des mandats de gestion, de la gestion déléguée, des gens dont c'est le métier, qui sont contrôlés par l'autorité des marchés financiers et sur lesquels vous avez une réglementation qui existe. Voilà. Merci Véronique. Avant de reprendre une question de fond, on a plusieurs questions sur la présentation. Donc, vous allez tous recevoir par email un lien qui vous permettra de la revoir en replay. Donc, comme ça, vous pourrez réécouter plus attentivement différentes explications ou relire les slides. Et je reviens pour encore une ou deux questions parce que l'horloge tourne. On nous demande d'expliquer le fonctionnement de l'ordre à seuil de déclenchement. Je ne sais pas si Véronique ou Yannick qui préfère répondre. Je peux répondre. Alors, je vais répondre à la question et puis je vais rajouter un complément aussi sur une autre modalité d'ordre. Donc, un ordre à seuil de déclenchement. En fait, j'évoquais ce type d'ordre précédemment. Il peut être appelé aussi ordre à stop. C'est un ordre qui va, comme son nom l'indique, se déclencher à partir d'un certain moment. Et ce moment, c'est le moment où le prix du seuil est atteint sur les marchés. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un ordre qui va arriver pour être exécuté à partir du moment où le seuil sera atteint. Mais comme je le disais précédemment, ce n'est pas parce que ce seuil est atteint et que l'ordre arrive incarné qu'il va être exécuté à ce seuil. Et donc, il y a un risque de glissement de l'exécution. Et vous pouvez avoir un prix bien plus défavorable que le seuil du déclenchement de l'ordre. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Il existe aussi une autre modalité
un ordre à plage de déclenchement où en fait, vous allez définir une plage entre ce seuil et une limite dans laquelle vous allez encadrer l'exécution. Et l'exécution ne sera possible que dans cette tranche de prix. Donc ça, c'est un moyen de voilà, encadrer ce risque de glissement. Et ce sont des ordres qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une gestion du risque. Donc ce sont des ordres utiles à utiliser pour gérer un peu les risques sur les positions qu'on a en cours. Merci Yannick. Je vois qu'il est 18h45 et on avait promis d'essayer de tenir en 45 minutes. On a beaucoup de questions sur le PEA, le transfert du PEA, décrypter les frais, qu'est-ce que la politique d'exécution des ordres de bourse, quels documents il faut consulter. Je vous invite vraiment à aller sur l'espace épargnant du site de l'Autorité des marchés financiers. On a beaucoup de contenu qui explique tout ça. Et qui pourront vous aider à comprendre les brochures tarifaires, à comprendre comment est exécuté un ordre de bourse, quels documents il faut consulter avant d'investir. On avait une question sur le DC, donc le document d'information clé pour l'investisseur, qui a été remplacé depuis le mois de janvier par le document d'information clé tout court, donc le DIC, qui est un document d'information pour les fonds, et qui est standardisé au niveau européen, qui permet donc de comparer différents fonds entre eux. On va retrouver la stratégie du fonds, le niveau de risque, on va retrouver des informations sur les frais. Donc il y a effectivement, selon le type d'actifs de fonds dans lesquels on veut investir, il y a effectivement toute une documentation qui existe et qui est important de consulter pour bien comprendre ce dans quoi on investit avant de faire ses choix. Véronique, est-ce que tu avais passé une question à laquelle il faut répondre avant de s'arrêter? J'ai vu que quelqu'un posait la question sur le CFD, parce que c'est vrai qu'on a parlé de CFD, on n'a pas forcément été au fond, mais il y a une très bonne brochure sur l'espace pédagogique en fait du site AMF, spécifiquement dédiée au CFD, qui vous explique en 2 pages ce qu'est le CFD. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et de la même façon, sur la partie PEA, il y a eu un groupe de travail en fait à l'Autorité des marchés financiers qui a travaillé sur comment pouvait-on faciliter les transferts de PEA, parce qu'un transfert de PEA d'un établissement à un autre, c'est assez compliqué, parce que j'ai vu passer une question sur est-ce qu'on peut transférer facilement son PEA? Alors, on peut le transférer, mais attention, si vous avez des produits non cotés dedans, ça peut être compliqué. Tous les établissements n'acceptent pas tout, donc il faut vraiment faire attention et n'hésitez pas à regarder les propositions du groupe de travail sur le transfert de PEA. Il y a une publication. Voilà, donc on vous invite très fortement, on vous invite à aller voir toutes les brochures pédagogiques parce qu'elles sont dotées d'exemples pratiques. Donc ça, c'est important parce qu'il faut vraiment comprendre un produit. Et si vous ne comprenez pas un produit, on l'a dit tout à l'heure, il n'est jamais urgent d'intervenir. Il ne faut jamais rien faire dans l'urgence. Si quelqu'un vous dit c'est important, il faut une réponse, non, ce n'est pas la peine. Donc, vous dites, mieux vaut rater une soi-disant bonne opération que quelque chose d'autre. De la même façon, moi, j'alerte sur les forums parce que quand on dit qu'on fait du trading, on va souvent voir beaucoup d'informations sur Internet, beaucoup d'informations en analyse technique. Et attention, parce que sur les forums, vous trouvez souvent des conseils et vous ne savez pas qui est derrière. C'est-à-dire que souvent, normalement, la personne devrait vous dire si elle est exposée sur le titre dont elle vous parle, est-ce qu'elle a 50 titres dont elle vous parle et qu'elle les a en portefeuille depuis longtemps, elle n'arrivait pas à les vendre et là, elle vous conseille de les acheter. Donc ça, c'est un élément important parce que si vous trouvez un papier dans la rue par terre avec écrit « achète la valeur X », vous n'allez pas le faire. Si vous allez sur Internet, sur un forum et vous voyez un conseil sur la valeur X, eh bien le réflexe, malheureusement, il est moins méfiant. Les gens sont moins méfiants, les internautes sont moins méfiants et vont aller voir la valeur. Donc, dites-vous que sur un conseil de quelqu'un que vous ne connaissez pas sur un forum, sur une petite valeur qui a peu de liquidité, faites très attention, renseignez-vous, n'y allez pas, cherchez de l'information. Et l'information, vous la trouvez
directement sur le site de la société cotée. Vous avez une information publiée officiellement, mais renseignez-vous à la source. Avant de faire confiance à n'importe qui pour un achat d'actions, vous allez vous faire votre propre opinion sur le site de la société. Généralement, vous mettez le nom de la valeur, si vous googlisez, vous mettez le nom de la valeur et vous mettez actionnaire à côté, et vous arriverez sur les pages actionnaires ou les pages finances des sociétés, et là, vous pourrez vous rendre compte par vous-même de est-ce que la société existe, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a beaucoup de liquidité sur le titre. Voilà. Merci C'est une petite Véronique pour alerte. ce rappel. Une Voilà. alerte et un Et rappel très bienvenue. voilà. Sinon, ce qui a le plus d'importance, je pense que Pauline a bien insisté sur l'investissement régulier. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous constituer un capital et puis intervenir et devenir et faire des trades, puisque le mot trader est beaucoup galvaudé sur internet, investissez régulièrement parce que vous n'investissez jamais au plus bas ou au plus haut, mais vous pourrez lisser votre risque tout du long et prendre des bonnes habitudes d'investissement et faites-le faire à vos enfants et à vos petits-enfants. Parce que si vous commencez à investir tôt, à créer votre capital tôt, vous pourrez constituer votre portefeuille, de plus en plus au fil de l'eau sans le sentir passer. Et c'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre des grosses sommes, hein. Des étudiants commencent à investir, ils mettent 40 € par mois sur un portefeuille et puis derrière donc les plans d'investissement vont très certainement arriver en France. Ils sont très, très, primés, en fait en Allemagne. Il y en aura certainement en France bientôt et on espère que, les jeunes générations, vont s'intéresser à l'investissement et vont le découvrir. Tout le monde n'a pas le profil pour investir, mais tout le monde, s'il ne souhaite pas le faire, doit le faire en pleine connaissance de cause et de décision. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour être, actionnaire ou investisseur, mais la décision doit être prise en toute connaissance de cause par la personne. Voilà. J'ajouterais juste un petit mot par rapport à du coup cette approche d'investissement régulier. C'est une approche qui émotionnellement est beaucoup plus légère qu'une approche hyper active sur les marchés de trading intraday. Et c'est important aussi de se connaître sur ses capacités à pouvoir prendre des décisions sans être affecté par ses émotions. Il faut être rationnel. Et il faut être confortable avec son approche. Donc voilà, le trader régulier, lui, va voir, dès lors qu'il y a une période de baisse, une période d'opportunité pour poursuivre sa constitution de capital financier. Et les périodes de baisse ne sont pas vécues de la même manière lorsqu'on est hyperactif. Merci Yannick pour ce rappel. Eh bien, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous allez recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un email avec le lien pour le revoir et le réécouter si besoin. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire.